Napama cleveda cheleyer, eranque mon quid va mestres, la visina donnenezeyer. Tranche de vie, une émission proposée par JF. Oram dilam dilo, oram dilam dilo, oram dilam dilo. Auditeur de Tranche de vie, à l'heure où on écrit avec 2 pouces, à l'heure où beaucoup de gens maintenant lisent sur des écrans, où certains jettent leurs livres ou allument le feu avec, il y a des gens qui respectent encore les livres et qui les entretiennent et qui les restaurent et qui les habillent de matières précieuses. Christophe et Nathalie sont de ceux-là. Ils sont relieurs, restaurateurs de livres et ils vont nous parler de leur métier. Nathalie, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand vous faites ce travail ? Bonjour, alors je fais ce travail depuis 1998 précisément, et on a repris l'atelier ici le 1er novembre 1999 avec Christophe. Donc Christophe, vous faites ce travail depuis aussi 1998 et 1999, mais auparavant, ça a été votre premier atelier ou bien vous aviez appris le métier et vous étiez déjà engagé dans la vie professionnelle de relieur avant cette date? Bon, déjà bonjour. Alors en fait, moi j'étais dans l'atelier ici un petit peu avant ma femme, puisque j'ai commencé en 1996. Avant, que ce soit Nathalie ou moi, on a un parcours universitaire, on a fait une maîtrise en histoire de l'art à Rennes. Donc on n'est pas passé dans un autre atelier, on est venu ici pour apprendre le métier dans l'atelier, pour le reprendre. C'est-à-dire que vous avez appris le métier ici après votre parcours universitaire, ouais, qui vous préparait quand même déjà à ce qu'il faut bien considérer comme un métier d'art. Et puis vous avez été saisi par la vocation de la reliure ? Bah oui, c'est-à-dire que après les études universitaires, qui sont des études relativement théoriques, on a voulu en fait être plus dans la matière, disons. Et donc, on a découvert cet atelier et ça a été assez rapide. Ouais, l'affinité avec le métier a été assez rapide. Disons qu'on avait une affinité avec les matériaux. Voilà. Mais auparavant, Nathalie, vous aviez déjà tâté de la reliure ? Alors pas du tout, je connaissais le métier, on s'intéressait au métier d'art mais plutôt à la céramique, et c'est par un ami qui se formait en reliure qu'on a découvert concrètement le métier. Et c'est comme ça qu'on s'y est un peu appliqué avant de se décider pour le projet. Voilà. Donc si je comprends bien, vous êtes installé ici dans cet atelier de la rue Saint-Front, hein, j'espère que ce n'est pas une indiscrétion, et vous avez repris le matériel d'une personne qui vous précédait ? Oui, l'atelier ici date de 1862, donc c'est un atelier qui a accumulé beaucoup de matériel. L'atelier s'était lui-même fondé en récupérant du matériel d'occasion du 18e ou du tout début 19e siècle. Et nous, on a continué de faire pareil, c'est-à-dire qu'en atelier ferme, on y va et on récupère du matériel de dorure, des presses, etc. Alors vous allez présenter à nos auditeurs certains de ces matériels qui effectivement qu'on aperçoit tout autour de nous et qui ont l'air très respectables, mais est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de votre travail, nous dire voilà, moi j'ai lu quelque part que la reliure d'un livre, une belle reliure, ça pouvait prendre entre 15 jours et une année à réaliser. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les étapes du travail du relieur ? Alors pour une reliure, disons courante, il y a environ entre 60 et 65 opérations différentes. Donc effectivement, ça peut prendre une année si je repose la reliure 6 mois sur un coin de table. Voilà. Mais j'ai pas de temps précis par rapport à une reliure. Disons que
Lorsqu'on commence le travail sur un livre, on le commence en début de semaine et en fin de semaine, la reliure est réalisée. Donc on en réalise plusieurs, ce qu'on appelle, on fait un train de reliure, puisqu'il y a des temps de séchage, etc. Donc voilà. Donc vous menez plusieurs livres à la fois, qui sont à différentes étapes de leur reliure. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quelles sont rapidement les grandes étapes de la reliure? Vous recevez un livre, il est en mauvais état, ou bien vous recevez un livre broché, on vous dit « moi je veux un livre relié », qu'est-ce que vous faites? Alors, on fait un constat de l'état. Quand le livre est très abîmé, déjà le corps d'ouvrage, c'est-à-dire le corps d'ouvrage, tout ce qui est papier. Quand le papier est très abîmé, on va commencer par défaire entièrement le livre et on va travailler sur la restauration du papier. Alors ça, c'est une étape qui peut durer de façon extrêmement variable. Ça peut aller de simplement une déchirure, donc de 1 heure, jusqu'à, là je travaille sur un ouvrage, je suis déjà à 140 heures de travail rien que sur le papier. Je n'ai pas encore fini, j'en ai encore une 60aine d'heures dessus, au bas mot. Donc ça, c'est la toute première étape qui prend beaucoup de temps, ce qu'on appelle défaire, débrocher, mise en presse, réparation. Ensuite, on va le coudre. On coud à la main, tous les livres qui passent ici sont cousus à la main. Et on constitue ce qu'on va appeler la couvrure. Donc on va endosser, c'est-à-dire arrondir le dos, faire la plâssure pour les cartons, mettre des cartons, puisque la reliure, c'est généralement, en reliure occidentale, c'est essentiellement de la reliure rigide. Donc on va placer les cartons et c'est là que va venir ensuite se poser les matériaux. Donc c'est très rapidement résumé parce qu'il y a plein de petites étapes. Alors, attendez, je vais vous demander de m'arrêter là parce qu'il y a plein de choses là déjà qui sont apparues, qui sont pas compréhensibles pour tout le monde et en particulier pour moi. Vous allez coudre ce livre, vous allez le coudre par cahier ou d'un seul coup. Ensuite, vous avez parlé de la plâssure. Ensuite, vous avez distingué la reliure occidentale d'autres reliures. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques lumières avant d'aller plus loin? Alors, très sommairement, on a, par rapport par exemple au Japon, c'est de la reliure souple avec une couture extrêmement simple, comme la couture coréenne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type très différent? Les reliures allemandes qui sont encore différentes, mais ce qui vraiment nous caractérise par rapport de l'Occident, par rapport au reste du monde, c'est cette rigidité de l'ouvrage. C'est une manière de protéger en fait le papier qui est fragile. On a imaginé une structure rigide par-dessus pour protéger le papier. Voilà. Et ça c'est, en Occident, comme vous dites, ça a toujours été le carton? Ou bien est-ce que ça peut être autre chose? Ou bien, comme je l'ai vu par exemple en Éthiopie, du bois? Oui, et au départ, c'était pas des livres papier, évidemment, c'était des livres parchemin. Donc parchemin avec reliure souple en parchemin, avant évidemment l'imprimerie. Mais maintenant, depuis qu'il y a l'imprimerie, en tout cas, c'est une structure rigide. Alors cette structure rigide, une fois que vous avez bien remis le livre en état, que vous l'avez protégé de cette structure rigide, vous allez l'orner ou la protéger encore avec des matériaux nobles comme du cuir, comme du papier à la cuve. Et là, je me tourne maintenant vers Christophe qui est spécialiste de ces choses-là. Oui, effectivement. Donc, une fois qu'on a posé les cartons de protection qui vont servir de couverture à l'ouvrage, on ne va pas laisser le carton à nu, donc on va l'orner. Alors souvent, il y a d'ailleurs une méprise. On pense que la reliure, c'est le décor que l'on va mettre sur les couvertures, alors que la reliure, c'est une structure et non pas un décor. Donc, une fois que la structure, donc avec les cartons, est réalisée, on peut poser du cuir. Alors, on a différents types de cuir. Traditionnellement, jusqu'au 18e, c'était souvent le veau qui était utilisé. Puis au 19e, on a vu apparaître beaucoup la basane, donc le cuir de mouton. On a beaucoup utilisé le parchemin, le cuir de truie.
Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? Parfois, on a utilisé aussi des soieries, donc des tissus pour les très belles reliures, notamment la Renaissance. On utilisait des broderies, de la soie, des broderies, notamment François Ier la bibliothèque de François Ier était extrêmement bien achalandée sur ce type de reliure. Donc aujourd'hui, voilà, on peut utiliser ça comme des cuirs exotiques. Donc nous, on a déjà réalisé des reliures en peau de poisson. Là, on en a une à réaliser pour Noël, là, sur la zoologie, un livre de zoologie du 19e siècle. On va faire une reliure avec du cuir de boa. Donc voilà, donc on peut utiliser un petit peu ce qu'on veut comme type de cuir. Donc ça c'est par-dessus la reliure, et c'est ce qui donne sa valeur à la reliure. Voilà. C'est ce qui va l'orner en fait, c'est ce que l'on voit, la structure on ne la voit pas, mais ce qu'on voit effectivement c'est tout ce décor que l'on va ajouter, qui fait qui fait le plus de l'ouvrage. Bien sûr. Parce qu'en plus, après, il va y avoir le titre, il va y avoir des ornements dorés, et là aussi, je crois que vous êtes spécialisé dans ce domaine. Ah oui, alors effectivement, je suis d'horreur sur cuir, donc traditionnellement, on met au moins un titre sur la partie qu'on appelle le dos, donc c'est ce qui est visible quand le livre est dans la bibliothèque. Donc c'est tous ces titrages ou ces décors que l'on peut voir notamment sur tous les beaux ouvrages jusqu'au 19e siècle, sont réalisés à la feuille d'or. Donc je suis effectivement un des derniers d'horreur sur cuir en France. Ouais. Alors ça veut dire que vous avez tout un arsenal de caractères, je ne sais pas comment vous les appelez, mais vous allez le dire à nos auditeurs, c'est des fers, non c'est pas ça, des fers, c'est pas ça. Et donc, vous servez de ça. Est-ce que, quand vous faites ce travail, vous perdez du temps à regarder ce que vous êtes en train de relier? Je m'adresse maintenant à Nathalie parce que je pense qu'elle est plus curieuse que comme toutes les femmes. Oui. On lit pas tous les livres, parce que certains clients pensent que tout ce qui rentre ici, on les lit de bout en bout. Mais on regarde les livres, évidemment. Enfin, ça n'aurait pas d'intérêt de faire ce métier si on n'aimait pas, à la base, si on n'aime pas lire, et si on n'aime pas le contact avec le livre. On n'est pas très tablette, quoi, pour être tout à fait honnête. Ça, je m'en doute un petit peu, pour avoir passé presque 20 ans à les fréquenter, à les caresser, à les palper, à les arranger. Alors, est-ce que vous pouvez, justement à ce titre-là, après on reviendra vers le matériel, évoquer un de vos plus beaux souvenirs d'indiscrétion, comme ça, d'indiscrétion de reliure? Il y a différentes choses. Il y a à la fois les écrits personnels, c'est-à-dire les papiers de famille, on pourrait dire. Ah oui, ça, on va les laisser de côté, ceux-là. Non, parce que on a eu des carnets de guerre, par exemple, des choses qui ont été écrites. Ça, c'est intéressant. Non, après, les relations épistolaires, on peut toujours juger, mais voilà, ce genre de choses. Après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les atlas. Là, on a eu quelque chose de très particulier. C'est ce qu'on appelle un Blaeu. Donc c'est extrêmement rare. Il en reste, c'est combien? C'est 400, c'est ça? Ça a été tiré à 400 exemplaires. 400 exemplaires, on en a eu 2 sur la France. Donc c'est très rare. C'est une espèce de Graal pour le relieur. Il y en a eu ça à traiter. Vraiment, ça c'est très beau. La typographie utilisée, les cartes réalisées, en dehors même de la valeur du texte, c'est en soi un très bel ouvrage. Et ça, ce sont des atlas qui datent de quelle époque? De Louis XIV. C'est lui qui avait commandité l'Atlas de l'Europe. Et donc, pour ça, on avait monté exprès un atelier. On avait tiré les cuivres pour les cartes. Et après, tout a brûlé. Donc, ce qui en fait la rareté, c'est que l'atelier n'a pas pu tirer d'autres atlas supplémentaires puisque l'atelier a brûlé. Est-ce que vous avez l'impression que les gens se détournent du livre? Est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez une clientèle jeune? Enfin, j'entends jeune, c'est-à-dire de gens qui sont arrivés quand même à un âge où on peut avoir une belle situation, si on a bien travaillé.
et qui se tournent vers les livres, la conservation des livres, la recherche de beaux livres, la reliure de beaux livres, ou bien est-ce qu'au contraire, vous avez une clientèle qui est marquée par son grand âge? On va être honnête, hein, les gens sont plutôt âgés. On a peu de clients de moins de 40 ans. Voilà. Mais c'est quand même une clientèle un peu particulière, c'est-à-dire que les gens qui viennent là très régulièrement, les bibliophiles, c'est pas, ça concerne aussi un tout petit nombre de gens. Je ne sais pas s'il est moindre qu'avant, ça je ne peux pas l'affirmer en aucune manière, mais après il y a aussi toute une part de la clientèle qui va venir ici de façon épisodique, ou une fois, ils vont venir pour un objet, pour faire restaurer quelque chose une fois. Ça va être un plaisir qu'ils vont s'octroyer, ce sera la seule rencontre qu'on fera avec eux. Après, savoir quel rapport ils ont au livre, je n'en sais rien. Parce que vous avez des habitués avec lesquels vous avez des rapports de complicité s'agissant du goût pour les livres, et donc avec lesquels, je l'imagine, vous échangez beaucoup. Ça doit être un des plaisirs du métier. Oui, tout à fait. Le grand plaisir, c'est d'être invité justement chez les bibliophiles, parce qu'ils ont de très belles bibliothèques, et là, c'est vraiment des grands moments. Ça permet de découvrir les trésors qu'ils ont, parce qu'on ne voit une infime partie, finalement, de leurs ouvrages. On va peut-être maintenant revenir vers la partie technique, parce que j'aimerais que Christophe nous parle un petit peu du matériel qui est dans cet atelier. Est-ce que toutes ces machines impressionnantes, cet énorme massicot que j'aperçois là-bas, ces presses, est-ce que tout ça vous sert toujours? Alors, oui, tous les outils qui sont dans l'atelier nous servent. Donc déjà, ce qui ne servait pas, on l'a mis de côté, on l'a remisé, pour ne garder que la partie, ne pas faire du décor justement, puisqu'on n'est pas un musée, c'est pas ce qu'on veut, c'est un atelier qui est vivant, et effectivement, même si le matériel est ancien, il est parfaitement adapté à ce qu'on fait, puisque on fait du sur-mesure, hein, on travaille livre par livre, donc ce matériel est parfaitement adapté à ce qu'on fait. Alors oui, je peux vous parler un petit peu du matériel qui est là. Donc, on a, alors pour le plus ancien, on a une grosse presse à percussion en ormeau du XVIIIe siècle, qui est une presse Gautier, qui a eu un petit parcours assez rigolo, puisqu'elle a été vendue à une certaine époque par des prédécesseurs de l'atelier. Et on a un client qui justement nous a amené un très grand livre à traiter, et l'autre presse à percussion qu'on avait était plus petite, trop petite pour traiter son ouvrage, et donc il nous a revendu la presse, puisqu'en fait c'était lui qui l'avait acheté, et la presse est revenue dans l'atelier pour pouvoir traiter son ouvrage. Et inutile de vous dire que c'est un bibliophile qui a une très belle bibliothèque régionaliste. Donc ça, c'est une très belle pièce. L'atelier Cimier, l'atelier Cimier, c'était l'atelier qui s'occupait des reliures royales, avait la même presse que celle-là. Donc c'est une pièce, dont on est assez fier de posséder. Alors, vous faites un métier rare. Je suis amené à vous demander comment vous arrivez à vous fournir de ces matières nobles. Tout à l'heure, vous nous parliez de peau de boa. Comment vous arrivez à vous fournir de ces matières nobles qui vous servent pour relier vos beaux livres? Est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement? Est-ce qu'il y a des sources d'approvisionnement particulières en France ou à l'étranger? Comment ça se passe? Alors, tout ce qui concerne le papier, on travaille avec un moulin à papier qui est en Corrèze. Et les papiers Japon pour la restauration viennent du Japon, mais il y a un fournisseur en France. Il y en a 2 actuellement. Donc voilà, on passe par là. Mais ils viennent directement du Japon. Il n'y a pas de producteur de papier Japon en Europe. Et ce qui concerne les cuirs, on travaille avec un tanneur qui se trouve près d'Albi, à Groslay, je ne sais pas comment on dit. Voilà, et la feuille d'or, la feuille d'or, c'est un fournisseur parisien, mais il n'y a plus de il y a un seul batteur d'or en France, mais il est hors de prix, donc on a gardé la manière de faire, mais en fait, on fait appel qu'à l'étranger.
Ça se fait essentiellement dans les pays asiatiques, la feuille d'or. On voit effectivement en Asie des batteurs d'or qui préparent ce qu'on colle sur les statues des Bouddhas. Par exemple. Et une dernière chose, et on travaille autrement pour les papiers marbrés, c'est-à-dire les papiers à décor qu'on va appeler aussi papier à la cuve. Oui. On travaille avec 3 marbreuses. Il y a 5 femmes qui font des papiers marbrés en France. Et on travaille avec 2 femmes qui habitent le coin. Une qui est à Trémola et une qui est à Naves, au-dessus de Tulle. Alors ça s'appelle des marbreuses. Ça, c'est un métier qui est encore plus rare. Il faudra me donner l'adresse d'une marbreuse. Et comment est-ce qu'on fabrique ce papier ? En 2 mots. Alors, en 2 mots, c'est très beau à voir. C'est dans des bacs. On va faire un mélange un peu visqueux pour permettre de jeter dessus des pointes, des taches de couleur, et on va travailler ces taches de couleur avec des petits instruments, donc ce sont des bâtonnets, des peignes, etc. Et on va dessiner à l'intérieur de la forme colorée. Et une fois qu'on a fait un motif général sur la surface de l'eau, on vient récupérer avec la feuille, en la posant à la surface, on vient récupérer le motif en déposant une feuille à la surface de ce mélange eau et matière visqueuse. Donc, ça veut dire on peut faire plusieurs feuilles ou bien chaque feuille est unique ? C'est quasiment unique. On peut en faire 3 qui se ressemblent à peu près, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris le motif, il est imprimé. Il se dépose sur la feuille. On pourrait rester des heures avec vous, mais je voudrais maintenant vous poser une question de confiance. Est-ce que vous croyez à l'avenir du livre ? C'est moi qui réponds. Merci pour cette question. Oui, je suppose que vous me posez la question notamment par rapport au numérique. C'est 2 utilisations différentes, c'est-à-dire que je pense que la relation au livre, au papier, restera. Parce que c'est une relation sensuelle, c'est quelque chose de comment dirais-je, sentimental presque. On voit bien que les clients qui amènent des livres, qui ne sont pas obligatoirement des livres de grande valeur, ont un rapport avec ce livre qui est très fort. Alors pour X raisons, parce que pour X raisons, et parfois ça peut paraître un peu irrationnel ce rapport qu'ils ont avec le papier. Maintenant, c'est vrai que vous n'allez pas prendre des livres anciens pour partir en vacances dans vos bagages pour les lire à l'étranger. Vous allez prendre une tablette et télécharger des livres dessus parce que il y a les poids de valise pour l'avion, etc. Donc c'est deux utilisations, c'est 2 rapports à l'écrit qui ne sont pas obligatoirement antinomiques. C'est simplement 2 rapports complètement différents. Je ne vois pas la disparition du livre. Il est vrai aussi qu'on n'a jamais autant édité et qu'il n'a jamais été aussi facile d'éditer. Oui, c'est vrai. Alors, mais en contrepartie, les livres ordinaires sont devenus des objets qui sont méprisés, qui sont jetables, Alors, c'est un petit peu inquiétant quand même ça, non ? Vous ne trouvez pas ? Moi, je pense que le livre va perdurer. Les livres qui ont un intérêt vraiment de bibliophilie, parce qu'on se tourne vraiment vers la restauration-conservation. Le métier vraiment tourne vers la restauration-conservation. Et ce qu'on peut appeler le tout venant des livres, c'est-à-dire ce qu'on lit, ce qu'on manipule, qu'on fait traîner dans les sacs, etc. Ça, il y a vraiment toute une part. Ça disparaîtra. C'est fait pour, d'ailleurs. C'est comme de lire sur un écran. On va acheter un livre de poche, on va le consommer, et puis terminer. C'est comme ça. Alors là, c'est quand même inquiétant ce que vous me dites là, parce qu'on peut étendre ça à l'architecture et dire, moi je vais restaurer ma fermette du XVIe siècle et ma maison Phénix en carton, je vais la laisser s'effondrer quand elle voudra. Non ? Non, mais il y a un tel volume de livres publiés qu'il y a une désacralisation du livre. Il n'y aura que quelques ouvrages vraiment qu'il faudra garder, des têtes de série, quelques ouvrages anciens. C'est comme ça. On ne pourra pas tout sauvegarder. Oui, non mais ça
Ça tient aussi à l'inflation de l'édition dont on parlait tout à l'heure. Hein. On sait bien que toutes les fois sauf qui se produise le miracle d'un best-seller, tout éditeur sait que le premier tirage qu'il fait, il y en aura 60% qui aura puis long. Hein. On est obligé de quitter le monde enchanté des livres, parce que je voudrais vous demander maintenant si vous avez d'autres passions que les livres. Concrètement, oui, je ne fais pas que lire et les traiter. Moi, je suis une marcheuse, autrement je marche énormément. Christophe, il fait tout l'inverse, il n'est pas dessus. Dis ce que tu fais. Oui, mais moi je fais de la spéléo. Donc voilà, des fois le dimanche, je vais m'amuser à aller sous terre avec des copains. D'accord. Vous faites partie d'un club de spéléologie ? Ah oui, je fais partie d'un club de spéléologie, ouais. Et vous faites des découvertes en Dordogne, qui est un endroit quand même privilégié pour les grottes et les souterrains. Oui, on découvre des grottes, on fait des premières, comme on dit, donc voilà, parce qu'il y a effectivement beaucoup de cavités, alors qui n'ont pas obligatoirement grand intérêt, hein, qui ne sont pas obligatoirement des grottes ornées, mais voilà, ça fait plaisir. Et puis on fait des classiques aussi, hein, quand même. Ça fait plaisir aussi d'aller voir des choses qui ont été déjà découvertes et qui sont entre guillemets des autoroutes spéléologiques, quoi. Alors, Christophe est assez mince, mais il est grand. Et vous arrivez à vous glisser quand même dans des anfractuosités sans problème. J'ai quelques problèmes dans certains boyaux parfois. Et vous, alors Nathalie, vous marchez dans la campagne, vous faites des promenades avec des groupes de marcheurs, ou vous marchez toute seule, des amis Oui, soit je marche seule, soit avec des amis, mais pas avec des groupes, non. C'est justement pour m'aérer, voilà. D'accord. Et c'est de la marche, c'est pas de la balade, c'est de la marche. Ah, la marche pure et dure. Très bien, très bien. Christophe, Nathalie, merci beaucoup de toutes ces informations passionnantes et qui, j'en suis sûr, vont intéresser nos auditeurs. Je pense que ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'avoir raison et que le livre continue à vivre et que vous continuiez à en être les infirmiers attentifs. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Agenue arquas vaganduar, evidare ja jo mergudo.